Dans ce paragraphe, on va étudier les séries dites de Riemann, qui vont être des séries de référence au même titre, par exemple, que les séries géométriques. Alors une série de Riemann, c'est quelque chose de tout simple, c'est une série dont le terme général est de la forme 1 sur n à la puissance s, où s est un nombre réel. Alors on a déjà vu deux exemples de séries de Riemann, deux exemples importants. Rappelez-vous, il y a ce qu'on avait appelé la série harmonique, la série de terme général 1 sur n, avec n supérieur ou égal à 1, qui est une série divergente. On avait étudié cette série en particulier, puisque cette série donnait un contre-exemple à la condition nécessaire de convergence, puisque cette série était divergente, malgré que le terme général tende bien vers 0. Donc on peut déjà dire que lorsque S est égal à 1, on a divergence de la série. L'autre série de Riemann qu'on a étudié sa nature, et en DM et en DS, on a étudié la somme. C'est la série des 1 sur n carré, qui est une série convergente. On sait que sa somme, c'est la solution du problème de Bâle. Ça, on ne l'avait pas vu dans ce cours-là, mais on l'avait fait en DS et en DM. On avait démontré que la somme de la série, c'était pi carré sur 6. Ce qu'on va surtout retenir ici, c'est que la série est convergente. Donc voilà un exemple de série divergente et un exemple de série convergente. Bon, ça sent qu'ici, la divergence de la série de Riemann n'est pas triviale, puisque le terme général tend quand même vers 0. Ce que l'on va faire maintenant, c'est étudier la nature de la série selon les valeurs de S. On sait déjà qu'il y a des valeurs de S pour lesquelles elle est divergente et des valeurs de S pour lesquelles elle est convergente. Il s'agit de savoir dans quel cas, à quelles conditions nécessaires et suffisantes elle converge, et donc aussi à quelles conditions nécessaires et suffisantes elle diverge. Alors je vais déjà commencer par éliminer tous les cas où la série elle diverge grossièrement. Vous voyez déjà quand l'exposant est négatif ou nul, le terme général de la série ne tend pas vers 0, donc la série elle diverge grossièrement. Si S est égal à 0, la suite elle est constante égale à 1, le terme général ne tend pas vers 0. Et si S est strictement négatif, alors là c'est pire, le terme général tend vers plus l'infini. Donc là, on a une divergence grossière de la série. On va maintenant regarder ce qui se passe lorsque S est compris entre, alors 0, je pouvais l'inclure, mais on a déjà traité le cas, 0 et 1, 0 au sens strict, 1 au sens large. Alors dans ce cas-là, le terme 1 sur n à la puissance s est supérieur ou égal à 1 sur n, et ceci pour tout n supérieur ou égal à 1. Ça va nous permettre de comparer la suite des sommes partielles associées à la série de Riemann avec s et avec la série harmonique. Effectivement, si je calcule la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur k à la puissance s, en sommant les inégalités, je vais récupérer que ce terme-là est plus grand que Hn. Or, Hn, on avait montré qu'il était plus grand que ln de n plus 1, qui est un terme qui diverge vers plus l'infini. Donc on peut là obtenir le fait que cette série diverge, puisque la suite des sommes partielles diverge vers plus l'infini. Donc on est déjà dans un cas où la série de termes 1 sur n à la puissance s, on peut dire qu'elle diverge si s appartient à l'intervalle 0,1. Mais là, la divergence, attention, elle est plus grossière, puisque dans ce cas-là, le terme général il tend bien vers 0. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsque S appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et là, on va effectuer une comparaison somme intégrale, puisque on voit bien que la fonction qui lui est associée, la fonction qui a t associe 1 sur t puissance s, est une fonction qui est pile dans le cadre d'une comparaison somme intégrale. Elle va bien être décroissante, elle est positive, elle est continue, donc on va pouvoir effectuer la comparaison somme intégrale qu'on effectue habituellement. Bon, ça sera juste la troisième fois en une demi-heure. Donc le graphe de la fonction, c'est celui de 1 sur x à la puissance s, et on va essayer d'encadrer le terme 1 sur k puissance s, c'est-à-dire la valeur de la fonction. Alors moi, c'est plutôt les majorations qui vont m'intéresser, puisqu'on va démontrer que dans ce cas-là, la série, elle est convergente. Donc comme c'est les majorations qui vont m'intéresser, je vais uniquement regarder ce qui se passe à gauche de K. Donc je vais chercher ici l'aire d'un rectangle qui mesure exactement 1 sur K puissance S. Donc là, il suffit de chercher l'image de K. L'image, elle se lit ici sur l'axe des ordonnées. Donc là, on a le 1 sur K à la puissance S. Et pour obtenir ma majoration, je vais simplement dire que l'aire que j'obtiens ici étant égale à 1 sur k puissance s, cette aire elle est plus petite que l'intégrale entre k-1 et k de dt sur t à la puissance s. Je vais additionner ces inégalités qui sont valables tant que la fonction qui est ici est continue. Donc il faut que k-1 soit supérieur ou égal à 1, donc que k soit supérieur ou égal à 2.
Pas la peine d'obtenir la minoration. Bon, je l'écris quand même à toutes fins utiles. Ici, la minoration. J'ai dit que je me concentrais sur cette majoration. Je me concentre sur cette majoration-là. Et je vais additionner ces inégalités lorsque k est compris entre 2 et n. Donc on additionne les inégalités avec k qui appartient à l'intervalle d'entier de n. On prend évidemment n plus grand que 2. On obtient donc que la somme pour k variant de 2 à n des 1 sur k puissance s, la somme partielle de notre série de Riemann, est donc inférieure ou égale à l'intégrale entre 1 et 2 de dt sur t puissance s, plus l'intégrale entre 2 et 3 de dt sur t puissance s, etc. jusqu'à l'intégrale entre n-1 et n de dt sur t puissance s. Ce qui donne, si j'ajoute 1 à chaque membre en plus pour récupérer le terme pour k égale 1, me donne donc 1 plus l'intégrale entre 1 et n de dt sur t puissance s. Intégrale qu'on va calculer. Donc là, je vais poursuivre les majorations. Ces majorations sont plutôt des égalités. Pour intégrer 1 sur t puissance s, je vais plutôt l'écrire t à la puissance moins s. Donc en l'intégrant, je vais récupérer t à la puissance moins s plus 1 sur moins s plus 1 pris entre 1 et n. Ce qui va donc me donner 1 plus la valeur en n. Alors la valeur en n, c'est 1 sur 1 moins s multiplié par n à la puissance. Alors on va revenir au dénominateur s moins 1, moins la valeur en 1. La valeur en 1, c'est 1 sur 1 moins s. Il nous reste à majorer par un terme indépendant de n. Bon, il faut se souvenir qu'on est dans le cas où s est supérieur strictement à 1, donc s-1 est strictement positif, donc 1 moins s est strictement négatif. Donc, ce terme-là, lui, il est donc négatif. Je peux donc l'éliminer dans la somme. Je vais conserver le second. Et on récupère donc comme expression 1 plus 1 sur s-1, qui lui est strictement positif, mais surtout qui ne dépend pas de n. Donc, on peut conclure que la suite des sommes partielles de cette série de Riemann est majorée par un terme qui ne dépend pas de s, donc c'est s-1 plus 1, donc c'est s sur s-1, qui est bien indépendant de n. La suite des sommes partielles est donc bornée. On récupère donc la série de termes générales 1 sur n à la puissance s, quand n est supérieur ou égal à 1, est une série convergente. On a donc bien démontré que les séries de Riemann convergent à la condition nécessaire et suffisante que le terme S soit strictement plus grand que 1. Nous venons donc de démontrer le théorème sur les séries de Riemann qui permet de donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'une série de Riemann soit convergente. Cette condition nécessaire et suffisante, c'est que la puissance de n là au dénominateur soit strictement plus grand que 1. Donc on retrouve par exemple que la série de termes général 1 sur racine de n est une série qui est divergente. C'est une série de Riemann. Elle est divergente puisque racine de n, c'est ici n à la puissance 1/2, et 1/2, 1 sur n racine de n. Ici vous avez affaire à une série de Riemann qui, elle, est convergente, puisque n racine de n, on peut l'écrire sous la forme d'une puissance, c'est la puissance 3/2, et 3/2, c'est un nombre qui est strictement plus grand que 1. On a affaire à une série de Riemann convergente. Donc finalement, la série harmonique, elle a une importance particulière, puisque c'est elle qui fait quelque part la jonction entre les séries convergentes et les séries divergentes, et on sait qu'elle est divergente. On en fera une étude un peu plus approfondie plus tard de cette série harmonique. Elle n'a pas fini de livrer ses secrets. Passons maintenant à un chapitre important, puisqu'il va nous permettre de citer les premiers critères de convergence, mais non plus en utilisant la somme partielle, en utilisant cette fois-ci le terme général. Donc c'est un changement de tactique absolu, puisque jusqu'à présent, la définition de la convergence d'une série, c'était la convergence de la suite des sommes partielles. Quand on travaillait avec une série à terme positif, le théorème de la limite monotone nous permettait simplement de montrer que la suite à n était majorée, ce qu'on a largement d'ailleurs exploité, notamment en utilisant des comparaisons sommes intégrales, mais à chaque fois dans tous les critères, on s'était focalisé sur la suite des sommes partielles. Il y a juste une fois où on avait parlé du terme général, quand on avait utilisé la condition nécessaire de convergence, en disant que bon, ben voilà, pour qu'une série converge, il était absolument nécessaire que son terme général tende vers 0, mais malheureusement la réciproque était fausse. Là maintenant, on va s'intéresser de plus près au terme général. Attention, on va se contenter pour l'instant d'aborder des théorèmes pour des séries qui sont à terme positif. Donc il ne faudra pas perdre ça de vue.
on disposera notamment du fait que la suite des sommes partielles est majorée. Donc j'insiste bien, maintenant on va se concentrer sur le terme général et on va voir si des conditions sur le terme général ne permettent pas d'obtenir des conditions sur la suite des sommes partielles et sur la convergence. Ça va être l'esprit de tous les théorèmes que je vais démontrer maintenant. Parmi tous les critères qu'on va voir, le premier que je vais vous démontrer, c'est le critère de comparaison. Donc on va se donner deux séries à terme positif. Attention, bien cibler que tout ce que je dis, c'est pour des séries à terme positif. On suppose qu'il existe un rang à partir duquel le terme général de la première est plus petit que le terme général de la deuxième. Alors on va voir que la convergence de la série dBn entraîne la convergence de la série DAN, et la divergence de la série DAN entraîne la divergence de la série dBn. Donc avec cette comparaison, on peut obtenir des renseignements sur les séries de termes général AN ou de termes général BN. Bon, alors déjà, l'information que j'ai, je ne l'ai qu'à partir du rang N0. On va tout de suite examiner si c'est grave par rapport à la comparaison des séries. Alors non, c'est pas grave, puisqu'on sait que la série de termes général Cn, n supérieur ou égal à 0 est la série de termes général Cn où n est supérieur ou égal à n0 sont de même nature. Donc si je montre que l'une est convergente, l'autre sera automatiquement convergente. Ce qui veut donc dire que, étant donné que j'ai des comparaisons sur les termes généraux à partir du rang n0, les sommes partielles, on ne va les considérer qu'à partir de n0, ça n'a aucune importance. Donc je vais noter an la somme partielle à partir de n0, c'est-à-dire la somme pour k variant de n0 à n dak, et je vais noter de même bn la somme partielle associée au terme général bn, donc la somme des bk plutôt, pour k qui varie entre n0 et n. Alors on voit que l'hypothèse qu'on a mis ici, elle nous permet de comparer à n et bn, il suffit d'additionner les inégalités. Donc on va récupérer que pour tout n supérieur ou égal à n0, c'est-à-dire dès lors qu'on est capable de faire la comparaison, eh bien on a an qui est inférieur ou égal à bn. Alors maintenant ça va aller très très vite, puisque comme les séries sont à terme positif, une condition nécessaire et suffisante pour qu'elles convergent, c'est que la suite des sommes partielles soit majorée. Donc on va examiner ce qui se passe dans le premier cas. Si je suis dans le premier cas, la série de termes général Bn converge, ce qui signifie que la suite Bn est majorée. Donc, pour tout n plus grand que n0, an est plus petit que Bn qui est plus petit que m. Donc on récupère en particulier que pour tout n supérieur ou égal à n0, an est plus petit que m. Ce qui veut donc dire que la suite an est majorée. Ce qui est suffisant pour dire que la suite an, grand an converge, et donc que la série converge. Donc là, on bénéficie du fait que les séries sont à terme positif pour récupérer la convergence de la série de termes général AN. Donc cette série converge. Si maintenant je me place dans la deuxième situation, je suppose que la série de termes général AN converge et je dois montrer que la série de termes général BN converge. J'ai toujours la relation qui est ici. Or, comme la série de termes général AN diverge, ça je sais que ça signifie que la suite des sommes partielles, comme c'est une suite croissante divergente, elle diverge vers plus l'infini. On peut donc utiliser le théorème de comparaison, puisque Bn majore une suite qui diverge vers plus l'infini, donc par comparaison, c'est pas pour rien que ce théorème s'appelle un théorème de comparaison, Bn diverge vers plus l'infini, ce qui permet de statuer sur la divergence de la série de termes général Bn. Le tour est joué. Donc on voit que l'intervention du fait que les termes soient positifs et le théorème de la limite monotone, c'est la clé de la démonstration. Mais ce qui est spectaculaire, j'insiste bien là-dessus, c'est que maintenant il suffit d'avoir une comparaison des termes généraux pour avoir un renseignement sur les séries. Il ne s'agit plus d'avoir des relations sur la suite des sommes partielles. La connaissance d'une inégalité sur les termes généraux et de la nature d'une des deux séries permet de statuer sur la nature de l'autre. Donc c'est bien un virage à 180 degrés. On va traiter deux petits exemples pour se familiariser avec ce critère. Je vais déjà vous demander de déterminer la nature de la série de termes général ln de 1 plus 1 sur n carré. On verra pour l'autre. Alors on va commencer déjà par la nature de cette série.
Alors déjà, on va examiner si c'est bien une série à terme positif. Donc on va déjà constater que pour tout entier naturel n, ln de 1 plus 1 sur n carré est un terme qui est positif, dès que n est supérieur ou égal à 1. Et on a une inégalité classique qui raconte que ln de 1 plus x est toujours plus petit que x, dès que x est supérieur ou égal à 0. Donc on peut évidemment parfaitement appliquer cette inégalité. Donc là, j'utilise une inégalité que j'ai déjà utilisée plein de fois. On a cette inégalité-là pour tout x supérieur ou égal à 0. Moralité, on a bien une série à terme positif, et le terme général est dominé par 1 sur n carré. Or, il est acté maintenant que la série des 1 sur n carré converge, c'est une série de Riemann convergente, série de Riemann. Donc là, on utilise des séries de référence pour justement comparer le terme général de notre série au terme général d'une série convergente. On peut donc en déduire, par théorème de comparaison, la série de termes général ln de 1 plus n sur n carré est une série convergente. Le tour est joué. Intéressons-nous maintenant à la nature de la série de termes général sinus 2 à la puissance moins n, c'est-à-dire sinus de 1 sur 2 puissance n. Alors pour ça, il faut savoir si on a affaire à une série à terme positif. Donc on va déjà examiner le terme qui est dans le sinus. Si je le réécris, ce terme, c'est 1 sur 2 à la puissance n. Et 1 sur 2 à la puissance n, c'est un terme qui est toujours plus petit que 1, puisque c'est une suite qui est décroissante. Elle est donc minorée par son premier terme. Or, il se trouve que le sinus d'un nombre qui est compris entre 0 et 1 est positif, puisque le sinus il est positif entre 0 et pi, et ce terme-là, il est évidemment plus petit que pi. Donc on peut déjà dire que notre série est une série à terme positif. Alors, elle diverge de toute façon pas grossièrement, puisque le terme ici tend vers 0, le sinus de 0 ça fait 0, ce terme général tend vers 0, donc soit elle converge, soit elle diverge, mais la divergence ne sera pas grossière. Là, on va réutiliser une nouvelle fois une inégalité que l'on a déjà vue souvent, c'est le fait que sinus x est plus petit que x pour tout x positif. Donc, si on applique cette inégalité, on peut obtenir que pour tout entier naturel n, donc le terme général sinus 2 à la puissance moins n est positif d'une part, et majoré par 1 sur 2 à la puissance n d'autre part. Or ici, vous reconnaissez le terme général d'une série géométrique convergente. Comme la valeur absolue de 1,5 est strictement plus petit que 1, la série de termes général 1 sur 2 puissance n converge. Donc par théorème de comparaison, la série de termes général sinus de 2 à la puissance moins n converge également. Donc là, vous voyez que la rédaction n'est plus du tout la même, on ne s'intéresse plus du tout à la suite des sommes partielles, on s'intéresse simplement à faire une comparaison entre le terme général de notre série et une série de références. Vous voyez tout de suite pourquoi les séries géométriques et les séries de Riemann vont être très utiles dans cette étude, puisque quand on va chercher à faire une comparaison, il faut qu'on fasse une comparaison à une série dont on connaît la nature. Donc comparer à des séries de Riemann ou à des séries géométriques, ça sera la base de bien des raisonnements. La proposition qu'on va voir maintenant n'est qu'un quelque part un lemme technique dans le chemin qui va nous mener au théorème d'équivalence. Ce résultat-là va être supplanté par un résultat beaucoup plus fort un petit peu plus tard, mais il n'est pas inintéressant, et sa démonstration va être une conséquence directe de la propriété précédente, c'est-à-dire du critère de comparaison. Alors on a deux séries à terme positif, on va bien souligner le fait que ces séries sont à terme positif, puisque ces critères ne fonctionnent pas sinon, et on suppose qu'il existe un rang et deux nombres strictement positifs à partir duquel j'ai cette inégalité. L'objectif est de démontrer que ces deux séries sont de même nature. Je vous ai indiqué ce que ça signifie, hein. C'est-à-dire soit elles sont toutes les deux convergentes, soit elles sont toutes les deux divergentes. Alors évidemment, il suffit de travailler avec les séries à partir d'un certain rang, hein, puisqu'on a un théorème qui nous dit que la série de termes général Cn, elle converge si et seulement si la série prise à partir d'un certain rang converge. Je vous rappelle que la nature d'une série ne dépend pas des premiers termes de la série. Donc, ces deux séries sont de même nature, puisqu'en contraposant, on a évidemment la même équivalence avec divergent. Alors, ce qui veut donc dire que je vais pouvoir considérer, encore une fois, les résultats à partir du rang n0.
Alors si j'applique maintenant mon théorème de comparaison, qu'est-ce que je peux en dire? Alors je vais par exemple supposer que la série de termes général Bn est convergente, et je vais regarder ce que je peux dire de la série de termes général An. Je vais utiliser mon résultat de comparaison. Ce que je vais utiliser là, c'est cette inégalité-là, c'est cette partie. Puisque je sais que si cette série est convergente, alors la série de termes général bêta Bn est également convergente. Ça, c'est structurel. On a vu qu'une combinaison linéaire de séries à termes général convergents est convergente. Donc ça, c'est un résultat structurel qui me permet de dire que cette série est convergente. Mais comme le terme général An est majoré par celui d'une série convergente, on récupère donc que la série de termes général An converge. Ça, c'est simplement un résultat de comparaison. C'est déjà fini pour l'implication entre la convergence de la série des Bn et la convergence de la série des An. Donc là, on a, je vais mettre des impliques, c'est plutôt des donc, mais j'ai pas la place de mettre donc, alors on va mettre implique, même si c'est pas la même chose. Néanmoins, c'est réglé, on va passer à la réciproque. Je vais supposer cette fois-ci que la série des An converge, et je vais essayer de démontrer que la série des Bn converge. Alors, il faut s'attendre maintenant à utiliser l'autre partie de l'inégalité, et comme alpha est strictement positif, je vais considérer cette inégalité sous cette forme-là, Bn est inférieur ou égal à 1 sur alpha An. Et je vais utiliser le même mécanisme. Comme la série des An est supposée convergente, donc, toujours par le même aspect structurel, la série des 1 sur alpha An est également convergente, puisque toute combinaison linéaire de séries convergentes est convergente, donc en particulier, si je prends un terme proportionnel à une série convergente, j'obtiens une série convergente. Et là maintenant, je peux utiliser mon critère de comparaison, puisque le terme général de cette série-là est majoré par celui d'une série convergente et est à terme positif. Donc là, j'ai bien l'inégalité avec des termes positifs. Donc, grâce à mon résultat de comparaison, on obtient que la série de termes général Bn est également convergente. C'est le résultat de comparaison. Moralité, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que la série de termes général An est convergente si et seulement si la série de termes général Bn est convergente. Si je contrapose la relation, je vais récupérer que la série de termes général Bn diverge si et seulement si la série de termes général An converge. On a bien obtenu que sous ces hypothèses-là, les deux séries sont de même nature, soit toutes les deux convergentes, soit toutes les deux divergentes. Le résultat qu'on a démontré précédemment va nous permettre de faciliter la démonstration du critère d'équivalence, et ce critère d'équivalence, il va venir le remplacer, puisqu'on va voir qu'il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus utile, beaucoup plus simple d'utilisation que d'obtenir des encadrements. Celui-là, il va absolument tout écraser. Alors, c'est un critère qui est dans le même esprit que ceux qu'on a vus dans les critères sur les termes généraux, puisqu'on travaille toujours avec des séries à termes positifs, et là, les hypothèses sont vraiment minimales, puisqu'on dit que si An et Bn sont de suite équivalentes, alors les séries sont de même nature. Donc, être positif et être à termes généraux équivalents, c'est que les séries sont de même nature, soit toutes les deux convergentes, soit toutes les deux divergentes. Alors la démonstration en plus va être simplissime étant donné le travail qu'on a déjà fait. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire que deux suites sont équivalentes? Ça signifie qu'il existe une suite UN convergente vers 1, telle que AN va être égal à UNBN pour tout n appartenant à n. Cette relation va me permettre d'obtenir un encadrement de AN à l'aide de termes qui sont proportionnels à BN avec des coefficients de proportionnalité qui sont positifs. Pourquoi? Si on fait un petit dessin rapidement, la suite UN, elle converge vers 1, ce qui signifie donc qu'à partir d'un certain rang, les termes de cette suite, ils vont être contenus entre 1,5 et 3,5. Pour obtenir ce dit encadrement et le fait que les termes de la suite UN qui sont ici sont compris dans cet intervalle-là à partir d'un certain rang, eh bien je vais simplement utiliser la définition de la convergence en prenant comme valeur de epsilon 1,5, ce qui va permettre de confiner les termes dans cet intervalle. Donc là, je peux dire qu'il existe un rang n0, entier naturel, à partir duquel, si on dépasse ce rang, alors la distance entre un et 1 sera, alors L c'est 1 ici, sera plus petit que epsilon.
Si je le décline dans notre cas particulier, donc je vais récupérer que un va être coincé entre 1 plus epsilon et 1 moins epsilon, puisque sa distance à 1 est plus petit que epsilon. Et si je remplace epsilon par sa valeur, j'obtiens bien que ma suite un, elle est coincée entre 1,5 et 1. J'obtiens en particulier que les termes sont positifs à partir d'un certain rang. Je n'ai plus qu'à exploiter la relation suivante. Si je multiplie chaque membre par Bn, qui est un terme positif, donc il ne va pas changer le sens des inégalités, on va donc récupérer que Bn sur 2 est inférieur ou égal à UnBn, qui lui-même est inférieur ou égal à Bn. On retrouve donc un encadrement sympathique, puisqu'on retrouve Bn multiplié par un terme strictement positif, plus petit que An, plus petit que Bn multiplié par un terme strictement positif. Donc ici, on peut utiliser le résultat précédent, avec alpha est égal à 1,5 strictement positif, et bêta qui est égal à 1, qui est lui-même strictement positif. Donc cette inégalité qui est valable à partir d'un certain rang, elle nous assure de quoi? Elle nous assure que la série de termes générale AN et la série de termes générale BN sont de même nature. Et c'est déjà terminé. Donc ça nous conforte dans l'idée que les suites équivalentes, c'est vraiment très utile, ça conserve énormément de choses. On voit que ça conserve une nouvelle chose, c'est que si les termes sont positifs et si les termes sont équivalents, alors les séries vont être de même nature. On va évidemment utiliser quelques exemples pour pouvoir utiliser tous ces critères et mieux comprendre comment on va les rédiger et comment on va les utiliser. Le premier exercice qu'on va faire pour utiliser ces différents critères, c'est d'étudier la nature dont le terme général est donné par cette expression. Alors, déjà, le terme général, il n'est pas défini pour tout n, donc on va déjà dire à partir de quelle valeur de n on va le considérer. Bon, pour que le numérateur soit défini, il faut que n soit strictement positif, et le dénominateur, lui, il est défini pour tout entier naturel n. Donc ce terme-là, on va le considérer pour n appartient à n étoile. Mais ça, c'est purement formel, puisqu'on sait que la nature d'une série n'est pas modifiée si on la prend à partir d'un certain rang, c'est-à-dire si on modifie ses premiers termes. Donc si je la prends à partir du rang 36, sa nature, elle ne sera pas modifiée. Bon, ce qui va m'intéresser sur ce terme-là, déjà, c'est que c'est des termes positifs. An est positif pour tout n appartenant à n, puisque 1 sur n, il est plus petit que 1 et il est positif, donc le sinus, il y est positif. La racine, j'en parle pas, elle est évidemment strictement positive. Donc on a déjà affaire à une série à termes positifs. Moralité, on va pouvoir utiliser les critères sur le terme général. Si on arrive à comparer AN à un terme général qui est de notoriété publique convergent, on aura gagné. Et là on voit que c'est pas très compliqué de trouver une suite équivalente à AN. Effectivement, comme 1 sur n tend vers 0, je sais que le sinus de 1 sur n va être équivalent à 1 sur n. C'est un équivalent classique que je peux utiliser puisque la suite 1 sur n est une suite qui converge vers 0. De plus, on sait que 1 sur racine de n plus 1, lui aussi, a un équivalent plus simple, il va être équivalent à 1 sur racine de n. Effectivement, on sait que racine de n plus 1, enfin plus exactement n plus 1 est équivalent à n, et on peut appliquer une puissance du moment qu'elle ne dépend pas de n à un équivalent. Donc je peux appliquer la puissance moins 1,5 et je récupère directement cet équivalent. Donc on va récupérer que la suite AN est équivalente à 1 sur n racine de n. Faisons le bilan. La suite AN est équivalente à 1 sur n racine de n. La suite AN est à valeur positive dès que n est supérieur ou égal à 1. On est donc en mesure d'appliquer le critère d'équivalence des séries à termes positifs. D'après le critère d'équivalence, dont les hypothèses ont été vérifiées ci-dessus, la série de termes général sinus de 1 sur n racine de n plus 1 a la même nature que la série de termes général 1 sur n racine de n. Or, la série qui est ici est une série de Riemann qui est convergente. Donc là, on peut utiliser nos séries de référence. C'est une série de Riemann convergente. C'est une série de Riemann avec un exposant S ici qui est égal à 3,5, qui est clairement strictement plus grand que 1. Moralité, comme les séries sont de même nature et que ceci est une série de Riemann convergente, on peut lever l'ambiguïté sur la nature de cette série. Cette série, elle est convergente.
Passons à un deuxième exercice où il est question d'étudier la nature qui a ce terme général. Donc on va évidemment se poser le même type de questions. Déjà, on va chercher le signe du terme général pour voir si on peut utiliser des critères qui portent sur le terme général et pas la suite des sommes partielles. Alors le terme général, il est défini pour n'importe quel entier naturel, puisque le dénominateur il est minoré par ln de 3 qui est strictement positif. Donc déjà, ceci a un sens pour tout entier naturel. Le signe n'est pas bien compliqué, puisque le numérateur est positif, puisque n est un entier naturel, et ici vous avez une somme de termes positifs, donc le numérateur il est positif ou nul pour tout n appartenant à n. Donc on a une série à termes positifs, on va pouvoir utiliser les critères de comparaison ou le critère d'équivalence. Étant donné qu'on a un quotient, et que le quotient ça passe bien avec les équivalents, on pourrait utiliser le critère d'équivalence. Simplement en constatant que n carré plus n ln de n plus 3, ceci est équivalent à n carré. Un théorème de croissance comparée me dit que ln de n plus 3 est négligeable devant n carré. Donc le terme général de ma série, il est donc a priori équivalent, par quotient d'équivalent, à 1 sur n. Ce qui veut donc dire que la série qui a ce terme général et la série qui a ce terme général, elles sont de même nature. Or, on sait que la série de termes général 1 sur n est une série qui est divergente. Moralité. On peut utiliser le critère d'équivalence des séries à termes positifs. Comme ce terme général est équivalent au terme général d'une série divergente, le critère d'équivalence des séries à termes positifs permet de statuer sur le fait que cette série est divergente. Encore un exercice d'application de ces critères sur les séries à termes positifs. On se donne cette fois-ci un nombre x strictement positif, et on s'interroge sur la nature de la série de termes général un est égale à 1 sur x à la puissance n plus x à la puissance moins n. Bon, quand on regarde le terme général, on voit qu'on va changer d'élément de comparaison. Plutôt que de faire des comparaisons à des séries de Riemann, on va probablement ici faire des comparaisons à des séries géométriques, puisque le dénominateur est constitué de deux termes géométriques. Bon, alors étant donné que x est strictement positif, le terme général est lui aussi strictement positif. Ça, on peut l'affirmer, et ceci est valable pour tout entier naturel n. On a donc une série à termes strictement positifs. Donc on peut appliquer les critères de comparaison et critères d'équivalence. Bon, étant donné qu'on a un quotient ici, il serait bien d'utiliser le critère d'équivalence, mais on va peut-être commencer par réécrire ces termes-là, pour se ramener à des termes géométriques avec une raison dont on est sûr qu'elle est égale à x. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement réécrire le dénominateur, c'est x à la puissance n plus 1 sur x à la puissance n. Donc en multipliant numérateur et dénominateur par x puissance n pour éliminer les fractions, on obtient donc ici x à la puissance 2n plus 1 au dénominateur. L'écrire sous cette forme-là, ça va faciliter le calcul d'un équivalent. Bon, alors il y a différents cas à traiter, hein. Selon les valeurs de x, on sait que le comportement d'une suite géométrique peut être très différent. On va faire trois cas. Le premier cas, c'est qu'est-ce qui se passe si x est compris entre 0 et 1. Eh bien, dans ce cas-là, cette suite converge vers 0, donc le dénominateur, il converge vers 1, donc on peut dire que la suite un, elle est équivalente par quotient d'équivalent à x à la puissance n. Et là, on peut conclure très très vite, puisque la série de termes général x à la puissance n est une série géométrique convergente. Convergente, puisque je vous rappelle ici que x est compris entre 0 et 1, et on est dans le cas où cette série est convergente. Comme la suite un est à terme positif, on peut donc appliquer le critère d'équivalence des séries à terme positif. Donc, grâce au critère d'équivalence des séries à terme positif, et par comparaison avec une série géométrique convergente, on récupère que la série de termes général un converge. Alors regardons maintenant le cas où x est égal à 1. Dans ce cas-là, un, elle est constante, elle est égale à 1,5. Donc dans ce cas-là, le terme général ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On peut dire que la série de termes général un, elle diverge grossièrement. Reste le cas où x est strictement plus grand que 1. Alors dans ce cas-là, il faut revenir à la forme sympathique, hein, avec laquelle on peut travailler efficacement,
Si x est strictement plus grand que 1, de ces deux termes-là, celui qui l'emporte, bon, c'est clairement x à la puissance 2n, puisque ça c'est x carré à la puissance n. Comme x carré est plus grand que 1 strictement, cette suite diverge vers plus l'infini, donc évidemment 1 est négligeable devant cette suite. On récupère donc un qui est égal, je recopie juste, à x à la puissance 2n plus 1, et donc équivalent à x à la puissance n sur x à la puissance 2n. Quand on simplifie ces puissances, on récupère 1 sur x à la puissance n. Seulement si x est strictement plus grand que 1 sur x, lui, il est strictement plus grand que 0 et strictement plus petit que 1. Ce qui permet donc de dire que la série de termes géométriques 1 sur x à la puissance n est une série convergente, pour les mêmes raisons. Et on peut conclure pareil. Là, évidemment, je vais avoir la même discussion, c'est une série à termes positifs, elle est équivalente à une série géométrique convergente. On peut donc appliquer le critère d'équivalence et on récupère que la série de termes générale un est dans ce cas-là aussi convergente. Conclusion, la série des un est convergente si et seulement si x est différent de 1, puisque lorsque x est strictement plus grand que 0, on a démontré qu'une condition nécessaire et suffisante, c'est qu'on ne soit pas dans ce cas-là pour que la série converge. Terminons avec un exercice plus abstrait maintenant, puisqu'on va considérer une suite un à valeur réelle positive, et on souhaite démontrer que les séries de termes générales un et un sur 1 plus un sont de même nature. Alors c'est un peu différent des exercices précédents, où on avait des termes généraux concrets, et pour prou, on prenait une majoration, un équivalent pour se ramener à des séries dont le terme général était connu et reconnu. Ici, on a une suite, on sait simplement qu'elle est à valeur positive et on doit déterminer que ces séries sont de même nature. Alors déjà, posons ce qu'on a à démontrer. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de démontrer que la convergence de la série de termes générale un est équivalente à la série de termes générale un sur 1 plus un. On a donc à démontrer l'équivalence entre ces deux propriétés. Bon, on va travailler séparément avec l'implication directe et l'implication réciproque. On va déjà commencer par supposer que la série de termes générale un converge. Et on va tâcher de démontrer que cette série est également convergente. Donc pour ça, il y a deux approches. Soit on a une approche par comparaison, soit on a une approche par équivalence. Et en fait, les deux marchent assez bien. Je fais les deux. Déjà, cette série, elle a un terme positif. Donc si j'arrive à faire une majoration par une série dont la nature est connue, c'est réglé. Or, quand j'ai une fraction à terme positif, pour obtenir une fraction plus grande, il suffit que je minore le dénominateur. Or, comme ce terme-là est supposé positif ou nul, en enlevant ce terme, on récupère un terme qui est plus grand. Comme la série de termes générale un est convergente, par comparaison, cette série-là est donc convergente. Donc j'applique le critère de comparaison des séries à termes positifs, donc il est très important de faire apparaître ici que les termes sont bien positifs. Par comparaison, on peut donc en déduire que la série de termes générale un sur 1 plus un est donc une série convergente. Alors, l'application du théorème de comparaison n'était pas nécessaire, on aurait aussi pu utiliser le critère d'équivalence, puisque comme cette série un elle est convergente, on sait que la condition nécessaire de convergence entraîne que le terme général tend vers 0. Effectivement, si le terme général ne tend pas vers 0, la série diverge. Donc cette condition, elle est absolument nécessaire à la convergence de un. Moralité, on aurait pu aussi trouver un équivalent, puisque un sur 1 plus un, qui est un terme positif, comme quotient de termes positifs, il est équivalent à quoi? Si on effectue un quotient d'équivalent, le numérateur, on n'y touche pas, et le dénominateur, comme cette suite tend vers 0, elle est évidemment négligeable devant 1, on récupère donc que le terme général est équivalent à un. On peut conclure de la même façon, puisque la série de termes général un est à terme positif, celle-là aussi, comme celle-là est terme général d'une série convergente, celle-là est le terme général d'une série convergente. Donc on pouvait conclure en utilisant le critère d'équivalence ou on pouvait conclure en utilisant le critère d'équivalence ou le critère de comparaison. Donc les deux fonctionnent. Donc on a déjà la première implication qui est validée. Montrons la seconde, où cette fois-ci on va supposer que la série de termes générale un sur 1 plus un converge, et on s'interroge sur la série de termes générale un. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ce terme général, puisque j'ai une hypothèse sur une suite, j'ai intérêt à lui donner un nom, pour pouvoir récupérer des informations sur un, étant donné que je cherche à démontrer que la suite de termes général un converge.
Il y a un lien très simple entre UN et Vn, c'est qu'en multipliant Vn par 1 plus Un, on obtient ici Un. On va utiliser cette relation pour réécrire Un en fonction d'un terme sur lequel on a les propriétés. Donc on a Vn plus Vn Un qui est égal à Un. Et on va isoler le terme Un en disant simplement que Un va être égal à Vn sur 1 moins Vn. Donc on a maintenant un lien naturel entre la suite Un et la suite Vn sur lequel on a des propriétés. Alors quelles propriétés on a sur Vn? Je vous rappelle que par hypothèse, la série de termes générale Vn est une série convergente. Donc, la convergence de cette série va donc nous donner nécessairement le terme général Vn est un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc ça va nous permettre de récupérer un équivalent simple. La suite Un est équivalente à la suite Vn, puisque ce terme-là est négligeable devant 1. On peut donc une nouvelle fois appliquer le critère d'équivalence des séries à termes positifs. Un et Vn sont positifs, les termes généraux sont équivalents, la série de termes générale Vn converge. Donc, par critère d'équivalence, là je ne l'écris pas, j'y ai pas la place, mais la série de termes générale Un converge. On a bien démontré que la convergence de l'une entraîne la convergence de l'autre. Donc les séries sont de même nature, puisque si on a montré cette équivalence-là, en contraposant, on obtient bien l'équivalence, la même équivalence avec des séries divergentes. Et voilà.